Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez apprendre comment instaurer une réelle culture de performance dans votre entreprise. Je suis Étienne Claessens, je suis président de Soluflex et nous, on aide les dirigeants de PME à avoir plus de fun depuis plusieurs années. Je vous présente notre équipe. Donc, l'équipe de Soluflex est constituée de spécialistes en gestion des ressources humaines, aguerris, membres de l'ordre qui aident justement les entreprises à structurer toute la gestion des ressources humaines. Et on a entre autres des recruteurs, des gens qui sont très, très solides. Donc, le principe auquel on a adhéré puis qu'on a développé, c'est le cercle du temps Soluflex. Donc, ce qu'on a compris dans les entreprises, pour la majorité des PME qui vivent une croissance, c'est qu'au bout d'un certain temps, tous les dirigeants de PME finissent par manquer de temps. Et puis, on s'est posé la question, pour quelle raison est-ce que les dirigeants manquent autant de temps? Bien, souvent, c'est parce qu'ils ne délèguent pas assez. Et pour quelle raison est-ce qu'ils ne délèguent pas assez? Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas assez confiance en leurs employés. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas assez confiance en leurs employés? Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas les gens assez responsables ou les gens autonomes ou des gens assez solides qui prennent leurs responsabilités à cœur. Donc, tout ce qu'on fait chez Soluflex vise une seule et unique chose, c'est de rendre les employés responsables, d'avoir les bonnes personnes solides pour être bien entourés. Comme ça, on a confiance en ces gens-là. Ensuite, ça nous permet de mieux déléguer et évidemment de gagner plus de temps pour faire ce dans quoi on est les meilleurs et ce dans quoi on a le plus de fun à travailler. Donc, 3 grands trucs essentiels pour arriver à instaurer une culture de performance au sein de votre entreprise. Premièrement, pour être capable de mesurer notre performance, il faut la définir. Donc, définir la performance pour être capable de la mesurer. Quand on veut définir la performance, qu'est-ce que c'est la performance dans votre entreprise? C'est normal, la première des choses, c'est la quantité de travail que les gens vont accomplir. La deuxième, c'est la qualité du travail qu'ils vont accomplir. Et puis, la quantité et la qualité, c'est assez simple parce que c'est mesurable et c'est observable. Donc, nous, on peut voir comme gestionnaire qu'est-ce qui se passe, puis évaluer facilement parce que, c'est du tangible. Maintenant, un autre volet qui touche la performance et qui définit la performance, c'est toutes les attitudes et les comportements de nos employés. Les attitudes et les comportements, c'est un petit peu plus compliqué à mesurer. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Souvent, dans les entreprises qui définissent un outil d'évaluation de performance, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont utiliser une liste de comportements très longue, du genre, est-ce que l'employé est ponctuel, est-ce qu'il fait preuve de travail d'équipe, est-ce qu'il est autonome, etc., etc., il est-tu beau, il est-tu fin, name it. Donc, ce qui arrive, c'est que ça devient un outil qui est tellement lourd qu'en bout de ligne, au bout d'un certain nombre d'années, les gestionnaires finissent par arrêter d'utiliser parce que ça devient un cauchemar de faire ça chaque année. C'est trop long et c'est trop lourd. Ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est qu'à travers tous ces comportements-là, les 20, 25, 30 comportements, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vient vous chercher en dedans quand ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas avec un employé? Fondamentalement, c'est toujours relié à vos valeurs fondamentales. Donc, quand on crée un outil d'évaluation, il faut se demander, c'est quoi mes valeurs à moi comme propriétaire d'entreprise? Donc, je vous donne l'exemple ici chez Soluflex. Nos valeurs, on en a 5. Il y a le plaisir, l'engagement sincère à aider le client, l'innovation continue, l'excellence et le respect. Mais au-delà du terme, parce que je vois trop souvent des entreprises où on a ces 4 ou 5 valeurs qui sont écrites sur un tableau en arrière de la secrétaire, puis là tu rentres, puis j'ai fait le test déjà, j'ai demandé à la secrétaire, ça fait comme 5-10 ans qu'elle travaille dans l'entreprise, puis je lui demande sans te retourner, dis-moi c'est quoi les 4 ou 5 valeurs de l'entreprise qui sont derrière toi. Puis 3/4 du temps, la personne n'est pas capable de les dire. La raison, c'est que les valeurs, on a utilisé des mots, mais elles ne sont pas vivantes dans l'entreprise. On a juste, c'est des vœux pieux. Donc, c'est important quand on va choisir un terme, de le définir en fonction de qu'est-ce que ça veut dire chez nous concrètement. Exemple,
Exemple, chez nous, l'innovation continue. Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation continue? Ça veut dire faire preuve de créativité pour proposer des nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles idées pour développer l'entreprise, démontrer un intérêt à apprendre, rechercher constamment des façons d'améliorer l'efficacité de nos procédures, rechercher et mettre en application des concepts ou des outils reliés à notre travail, puis lorsque nous identifions un problème, proposer des pistes de solutions et les mettre en application. Donc, vous voyez, cette définition, elle est concrète. La personne qui ne sait pas trop comment la mettre en application chez nous va lire ça et il va savoir exactement comment l'utiliser dans son quotidien. Donc, c'est important chez vous de faire l'exercice pour chacune de vos valeurs, mais comment vous voulez que les gens l'appliquent. Si je pose la question à votre voisin dans une autre entreprise, que lui aussi, c'est l'innovation continue, une de ses valeurs, si je lui demande sa définition à lui, elle va être différente de la mienne parce que c'est pas comme ça, une façon différente de l'appliquer. Ensuite, comment mesurer les attitudes? La première des choses pour y arriver, il faut clarifier vos attentes. À l'aide de définitions claires, comme je viens de vous montrer, il faut avoir un formulaire d'évaluation aussi qui est très bien monté. Il y a 3 grands critères. Premièrement, il doit être simple, donc il doit ne laisser aucune place à l'interprétation et il doit être objectif et non subjectif. Donc, à éviter. Pour que votre formulaire soit simple, évitez d'avoir plus de 10 critères à évaluer. Évitez d'avoir des critères à plusieurs volets. Comme exemple, j'ai déjà vu à plusieurs entreprises où on disait, un des critères, c'était leadership et expertise, ou capacité d'apprentissage et autonomie. Bien, capacité d'apprentissage, c'en est un, autonomie, c'en est un autre. OK? Fait qu'il faut, sinon, ça mélange les choses. Évitez les définitions vagues, la poésie d'affaires du genre être professionnel dans un environnement de travail où l'ambiance est agréable et conviviale. Ben, tu sais, ça ne veut rien dire finalement, concrètement, pour monsieur, madame, tout le monde là, qui lit ça. Il ne saura pas comment l'appliquer dans son quotidien. Maintenant, la bonne façon d'y arriver, je reprends le même exemple que tantôt au niveau de l'innovation continue. Donc, comme vous voyez, on a voulu faire des évaluations sur une échelle de 1 à 4. 1 étant insatisfaisant, 2 en dessous des attentes, 3 c'est performant, puis 4 c'est dépasse les attentes. Le 3, il faut que les gens comprennent que performant pour nous, même s'il n'y avait pas le 1, le 2, le 3, le 4, là, on pourrait regarder juste les termes, bien, performant, ça veut dire que c'est 100% de nos attentes. La personne est 100% autonome, 100% efficace au niveau de l'innovation, bien, elle est à 3. Quelqu'un qui dépasse nos attentes est à 4, quelqu'un qui est en dessous est à 2. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? C'est que souvent dans les entreprises, pour éviter de laisser place à l'interprétation, souvent dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'ils arrêtent là. Donc, ils ont leur définition globale de l'innovation, ils ont le 1, 2, 3, 4, puis ça finit là. Donc, pour éviter de laisser place à l'interprétation, parce que d'un gestionnaire à l'autre, la perception d'un 3 ou d'un 4 va être différente. Ou même le même gestionnaire d'une journée à l'autre, une journée, tout va mal. Il a perdu des clients, sa femme elle s'est pognée avec, son chien s'est fait écraser la veille, tout va mal. Fait que là, peut-être que le lendemain, ben, il va avoir tendance à mettre des 2 tout le monde. Puis, whoop, tout d'un coup, le surlendemain, ben là, il fait soleil, il a gagné un nouveau client, puis les employés, ils ont amené des fleurs, je ne sais pas. Ben là, il va peut-être avoir tendance à mettre des 4. OK? Donc, pour laisser place à aucune interprétation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre définition de l'innovation, là, on l'a explosé. On a dit concrètement qu'est-ce que ça veut dire le 1 pour l'innovation. Le 1, l'employé ne cherche pas à améliorer ses méthodes ou la qualité de son travail. Il démontre aucune initiative, il ne donne pas d'idée pour innover, puis lorsqu'un problème survient, il ne propose aucune solution. Donc, cet employé-là, ça ne va pas bien, il est sur le bord de la porte. Puis le 4, à l'inverse, bien, l'employé soumet et met en application des idées innovatrices pour augmenter la qualité ou la quantité de son travail. Lorsqu'il est confronté à un problème, il propose et met en application des solutions adaptées afin d'éviter qu'elles ne surviennent à nouveau. Il cherche constamment des façons d'améliorer ses méthodes de travail et développer de nouvelles compétences. Donc, vous voyez que la définition, elle est très claire du 1 pour l'innovation, du 2, du 3 et du 4.
Donc, c'est important de faire le même exercice pour chacun de vos valeurs. Ensuite, la case en bas, les faits, c'est qu'à la fin de l'année, on va demander à nos employés de s'auto-évaluer. L'employé, s'il veut s'auto-évaluer des 4 partout, moi, je n'ai pas de problème. Mais viens appuyer ton 4 avec des faits. Telle date, avec tel collègue, t'es arrivé telle chose. Telle autre date, avec tel projet, tel client, t'es arrivé telle autre chose. Ça fait en sorte que quand on se rencontre, le gestionnaire s'est préparé avec certains exemples, l'employé s'est préparé avec certains exemples, puis quand on se rencontre, c'est de ça qu'on parle. C'est du concret, des dates, des faits. Donc, c'est des choses objectives. On n'est pas en train de dire, ouais, ben cette année, c'était so-so, ta performance, là, me semble que c'était moyen. OK, mais sur quoi tu te bases? Ça fait que là, c'est important de se baser sur des faits concrets. Ensuite, le deuxième grand truc pour instaurer une culture de performance, c'est de faire vivre ces valeurs que vous venez de définir. Comment faire vivre ces valeurs? Bien, c'est dans vos outils de gestion, dans votre façon de gérer. Donc, comme on l'a expliqué tantôt, dans votre formulaire d'évaluation de performance, c'est très important, c'est une des clés. L'autre chose, vos outils de recrutement. Quand vous passez des entrevues avec de nouveaux candidats, est-ce que vous posez des questions par rapport à leurs valeurs, par rapport à vos valeurs? Est-ce que ça fit? Est-ce qu'il y a un fit entre l'équipe qui est déjà en place et vous-même et le nouvel employé? Ensuite, dans le manuel d'employé, si vous avez des valeurs familiales, est-ce que vous avez des politiques puis des règlements, des politiques qui permettent le télétravail ou qui permettent des choses qui vont améliorer la qualité de vie personnelle versus le travail? Si c'est, exemple, vous avez des valeurs de communication, bien, dans votre manuel d'employé, est-ce que vous avez des systèmes de communication avec vos employés qui permettent d'appliquer cette valeur-là? Donc, c'est ce qu'on veut dire des politiques en lien avec vos valeurs. L'autre chose, pour que ça fonctionne, il faut récompenser la performance. Ça peut se faire via l'attribution des augmentations salariales, via l'attribution de certains bonus, ou tout simplement célébrer des tapes dans le dos. Il y a des entreprises qui envoient des courriels de félicitations quand il y a des bons coups, ou tout simplement rencontrer l'employé et dire « Merci, ça a été super, c'est important ». L'autre chose, quel est le lien entre l'augmentation de salaire et la performance? Dans le marché, il existe 2 grands critères pour attribuer des augmentations salariales. Écoutez bien, c'est très important ce que je m'en vais vous dire. Les 2 critères principaux, c'est l'ancienneté ou la performance. Et dans certaines entreprises, c'est une combinaison des deux. Disons qu'une entreprise utilise uniquement l'ancienneté, comme on voit régulièrement dans certaines entreprises syndiquées. Le problème à la longue avec ces entreprises-là, puis moi je l'ai vu à plusieurs endroits, c'est que si on a 2 personnes qui font le même poste, un qui se donne à fond toute l'année, puis l'autre qui se tourne les pouces toute l'année, puis on dit à ces deux-là, vous allez avoir la même augmentation, bien ce que ça crée, c'est que, qu'est-ce que ça fait dans la tête du meilleur, vous pensez? Lui, il dit, bien ça me donne quoi finalement de me forcer? Si je me tourne les pouces toute l'année comme l'autre, je vais avoir la même chose. Donc, ce que ça fait, c'est que ça diminue la performance de votre entreprise, ça augmente vos salaires, donc ça fait en sorte qu'à un moment donné, l'entreprise étouffe, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est certain que nous, on privilégie l'approche de reconnaître la performance de nos gens et non l'ancienneté. Maintenant, comment faire le lien entre l'évaluation de performance et notre augmentation salariale? Ici, ce que je vous montre, c'est une courbe normale. Pourquoi? C'est que dans toute entreprise où on a fixé, on a déterminé des minimums, moyennes, maximums. Donc, on a une structure salariale pour l'ensemble de nos postes. C'est normal, je vais avoir quelques personnes avec un salaire qui tourne autour du minimum parce que eux, on vient de les engager, sont dans leur zone de progression et d'apprentissage. C'est normal, je vais avoir quelques personnes avec un salaire plus proche du maximum parce que eux, ça fait soit que ça fait très longtemps qu'ils sont chez nous ou soit qu'ils ont une performance qui dépasse nos attentes d'année en année. Mais la grande majorité de mes employés vont avoir un salaire qui tourne autour de la moyenne de notre structure salariale et c'est la cible. Donc, un employé qui est 100% autonome, 100% efficace, donc qui est performant dans notre évaluation, qui est à 100%, devrait normalement avoir un salaire qui tourne autour de la moyenne. Chose qu'il ne faut pas oublier, le minimum, moyenne, maximum de nos échelles salariales, eux, vont avancer dans le temps avec le coût de la vie.
Donc, on doit suivre l'évolution des salaires au Québec si on veut suivre le marché puis être capable d'engager et de retenir nos gens. Donc, admettons que l'évolution salariale tourne autour de 2,5-3 % par année. Bien, toute notre structure va avancer de 2,5-3 % par année. Donc, mon employé qui est ici, qui a un salaire autour de la moyenne, et qu'on dit à cet employé-là, toi, tu es performant cette année, donc tu es à 3 dans ton évaluation de performance, tu es à 100 %, bien, c'est normal, il devrait avoir accès à peu près à l'évolution moyenne des salaires, qui est de 2,5-3 %, ce qui fait que l'année prochaine, il va avancer dans la structure, puis il va évoluer en même temps que la moyenne, puis il va avancer comme ça. Mon employé qui a des 4 dans son évaluation, lui, on a tout pour justifier qu'il va dépasser nos attentes, qui a dépassé nos attentes l'année dernière, bien lui, on peut dire, OK, on va te donner plus que le coût de la vie, ce qui fait qu'il va peut-être avoir un 4 ou un 5 %, ce qui fait que tranquillement, d'année en année, il va faire des bonds plus rapides que la structure pour un jour être capable de les rejoindre le maximum. Mon employé qui est à 1 ou 2, bien lui, on peut lui dire, écoute, on a tout pour justifier que cette année, tu n'as pas été à la hauteur de nos attentes, donc ça va être 0 % d'augmentation, ou maximum peut-être 1 %, ce qui fait que mon échelle avance plus vite que lui, puis lui, il stagne dans l'échelle. Donc, on ne diminue pas son salaire, mais le minimum va se rapprocher de lui parce que lui, il a stagné. Puis mon nouvel employé qui est au minimum, qu'on engage, puis qu'on dit « Wow, lui, il apprend vite, il est débrouillard, il aide les autres, il est écœurant. » Donc, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on a tout pour justifier, encore une fois, d'y en donner un peu plus que les autres pour le faire progresser plus rapidement vers la moyenne. Puis s'il continue de dépasser nos attentes, il n'y a rien qui empêche qu'il va dépasser la moyenne. Donc, si vous remarquez, je n'ai pas parlé d'ancienneté. Nulle part dans votre progression salariale de vos gens, ça ne devrait jamais être relié à l'ancienneté parce que ça va créer l'effet pervers dont je vous ai parlé au début. Alors, une fois que ça c'est compris, c'est le pivot important pour instaurer une culture de performance dans votre entreprise. Maintenant, ayez de la cohérence. Montrez l'exemple. Si une de vos valeurs, c'est l'innovation, ben, j'espère que vous êtes quelqu'un de créatif et que vous êtes capable de démontrer à vos gens que vous êtes capable de faire preuve d'innovation. Si une de vos valeurs, c'est la communication, ben, mettez en place des rencontres trimestrielles avec vos employés, informez-les. Aussi, important, avisez les employés moins performants. Il y a beaucoup de gestionnaires qui n'ont pas ce courage-là et qui préfèrent ne pas créer de chicane avec certains employés moins performants. Sauf que ça a un effet pervers quand on ne le fait pas. C'est que les meilleurs employés voient ça puis ils se disent, coudonc, il ne peut pas ne pas voir. C'est sûr qu'il voit qu'il y a un problème, donc s'il n'agit pas, c'est parce qu'il accepte ce genre de problème-là. Fait que moi, j'ai-tu le goût de rester qu'une entreprise qui accepte ce genre de comportement-là, donc vous allez perdre vos meilleurs. Vous allez garder vos moins bons. C'est pas ça qu'on veut, il faut les aviser, il faut faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs. Puis ensuite, féliciter les bons coups et pendant l'année, très important de prendre des notes. Si vous, comme gestionnaire, vous prenez l'habitude à chaque mois de vous asseoir avec votre comité de direction puis de faire le tour avec vos directeurs ou vos chefs d'équipe, puis avez-vous eu des bons coups, des moins bons coups ce mois-ci? Si oui, bien, on va les prendre en note. Bien, le fait de prendre des notes amène une bonne habitude de gestion parce que si on a pris en note un bon coup, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille en parler à l'employé. Même chose pour les moins bons coups. Si on l'a pris en note puis qu'on le met dans la filière de l'employé pour son évaluation annuelle, bien, il y a des bonnes chances qu'on aille l'aviser pendant l'année, qu'on donne un feedback continu. Puis à la fin de l'année, bien, c'est beaucoup plus facile de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans l'année si on a pris des notes. Donc, très important. Ensuite, le troisième grand truc pour instaurer une culture de performance, c'est de se fixer des objectifs de performance clairs. Connaissez-vous l'acronyme SMART? SMART, c'est la façon dont on va formuler nos objectifs. Donc, un objectif se doit d'être simple, mesurable, ambitieux, réaliste, puis qu'il y a un délai dans le temps. Le ambitieux, pour moi, est très important. L'ambitieux, c'est qu'on veut donner des objectifs à nos gens qui vont aller au-delà des attentes normales du poste. Exemple, j'ai trop d'entreprises où j'ai vu un employé qui arrivait tout le temps en retard, puis là, à la fin de l'année, le gestionnaire a dit « OK, toi, cette année,
ton objectif, c'est d'arriver à l'heure. Je m'excuse, mais d'arriver à l'heure, ce n'est pas un objectif, c'est le minimum requis dans ton emploi. Okay? Si la personne est toujours en retard, bien là, normalement, on agit avec un avis disciplinaire, puis on s'organise pour que le problème se règle. Ce qu'on veut comme objectif, le type d'objectif, c'est du genre, toi, cette année, un de tes objectifs, c'est de développer une procédure claire sur tel outil de travail avec lequel toi, tu es super habile, puis que les autres ont de la misère, et puis tu vas aller former toute l'équipe sur cette nouvelle procédure-là ou cet nouvel outil-là. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça s'ajoute à sa tâche normale, mais ça va faire en sorte que ça va aider toute l'entreprise. Puis, si l'employé atteint son objectif qui lui permet de se dépasser, c'est que ça va lui donner des bons arguments, des bons exemples pour aller chercher un 4 dans son évaluation de performance annuelle au niveau du travail d'équipe, exemple, au niveau de l'innovation, par exemple. OK? Donc, je vous donne un exemple d'un objectif SMART. Admettons, je dis à mon gestionnaire en informatique, toi, cette année, il faut que tu implantes le nouveau système, c'est ça ton objectif. Bon. Il est simple. Par contre, il n'y a pas d'élément de mesure. Il est ambitieux. Est-ce qu'il est réaliste? Probablement, mais il manque l'élément de temps. Donc, je vais reformuler mon objectif pour qu'il soit SMART. Donc, je vais dire, OK, toi, cette année, ton objectif, c'est d'installer le nouveau système informatique sur 15 postes de travail entre le mois de janvier et le mois de mars. Donc, la mesure, OK, maintenant on l'a, c'est 15 postes de travail, puis on sait qu'au mois de mars, on s'assoit pour vérifier, valider si ça a été atteint. Donc, vous comprenez maintenant un peu mieux comment formuler des objectifs SMART. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple très concret. Donc, c'est important pour vous de fixer un organigramme d'objectifs. Pour y arriver, c'est que vous allez commencer par définir, puis vous l'avez peut-être déjà fait dans votre entreprise, vous allez définir les 2-3 grands objectifs stratégiques que vous voulez atteindre cette année. Exemple, générer un profit de 15% au 31 décembre 2017. Donc ça, c'est un objectif fictif que vous pourriez avoir fixé. Pour y arriver, vous voulez, exemple, générer 1,5 million de ventes d'ici le mois de décembre 2017 et vous voulez respecter les temps estimés dans 97% de vos projets d'ici la fin mars. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10% de dépassement de temps, puis vous voulez ramener ça à 3% de dépassement de temps pour diminuer les coûts. Maintenant, ce que ça vous permet de faire, c'est que là, vous avez découlé un grand objectif en 2 sous-objectifs. Vous allez prendre ce sous-objectif-là et le subdiviser par département. Exemple, aux ventes, qu'est-ce qu'il doit faire pour y arriver? Et le directeur de production, qu'est-ce qu'il doit avoir comme objectif pour y arriver? Ensuite, le directeur de production va faire la même chose. Il va découler des sous-objectifs pour ses chargés de projet et ses chefs d'équipe. Ensuite, le chef d'équipe, le chargé de projet, va découler des sous-objectifs pour sa gang d'employés. Donc, vous voyez que l'employé, au bout de la ligne, puis je vous donne un exemple, va avoir un objectif très concret, comme tous les employés. Prendre connaissance de l'évaluation des temps, du contrat client et du plan stratégique avant la rencontre d'équipe dans 100% des cas dès maintenant. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est que les employés, ce qu'on veut, c'est qu'ils développent l'habitude d'aller consulter le projet avant la rencontre d'équipe pour qu'ils soient prêts puis qu'on sauve du temps dans la rencontre d'équipe. Mais également, si on prend employé 2 en bas, là, dans 100% des cas, dès qu'un problématique risque d'apporter un dépassement de temps, apporter des solutions aux chargés de projet pour proposer une alternative et respecter les temps établis. Donc, ce qu'on veut, c'est de responsabiliser les employés face à cet objectif-là. L'employé comprend maintenant sa place dans tout l'organigramme, puis que même si ça a l'air anodin, l'objectif qu'on lui donne, il y a un impact sur le chargé de projet qui, lui, a un impact sur le chef d'équipe, puis qui, lui, a un impact sur le directeur, puis que si le directeur atteint son objectif, bien, toute l'entreprise atteint l'objectif. Donc, les gens comprennent et adhèrent aux objectifs de l'entreprise, puis ils comprennent c'est quoi leur place dans tout ça. Et ce qu'on fait à la fin, qui est vraiment porteur, c'est qu'on demande à chaque employé de se lever devant le groupe et de présenter son objectif devant tout le monde. Donc, ça devient drôlement engageant quand on dit à l'ensemble de nos collègues qu'on va atteindre un objectif
3 mois plus tard, quand on fait le suivi, puis qui est obligé de se lever devant tous les employés, devant tous ses collègues, puis de dire, ben, finalement, je ne l'ai pas atteint, c'est drôlement plus gênant que devant seul à seul, devant son patron. Donc, c'est très, très porteur, très, très responsabilisant. Donc, 3 trucs à retenir pour instaurer une culture de performance, pour définir la performance, pour être capable de la mesurer. Il faut faire vivre ces valeurs-là, fixer des objectifs de performance clairs. Ainsi, vous allez avoir des employés beaucoup plus responsables, vous allez avoir une plus grande confiance en vos gens, ce qui va vous permettre de mieux déléguer et par la suite, évidemment, gagner beaucoup de temps et avoir beaucoup plus de fun à gérer votre entreprise parce que vous allez pouvoir choisir ce que vous faites au lieu d'être prisonnier de votre entreprise. Je vous remercie. Ce que je vous demande à ce moment-ci, c'est de nous appeler au 450-338-9338 pour avoir plus de détails ou de nous envoyer un courriel via soluflex@soluflex.net et on va pouvoir vous démontrer de quelle façon notre expertise peut vous aider à instaurer une réelle culture de performance dans votre entreprise.